Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Cet épisode est découpé en deux parties. Vous êtes sur le point d'écouter la première partie. Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode de Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de gestion de la finance et du patrimoine et dresser un panorama pour les outils grand public et les professionnels. Et pour ce faire, j'ai invité Cyprien Delmeul, cofondateur et CEO de Wellscom, et qui va nous parler en détail et nous dresser ce petit panorama. Donc bonjour Cyprien. Bonjour Olivier, merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Donc ce que je te propose de faire, c'est qu'on dresse ce panorama pour commencer sur les outils de finance personnelle, donc les outils grand public, et puis on passera dans un deuxième temps sur les outils professionnels qui s'adressent plutôt à des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, ce genre de population qui ont besoin d'outils encore plus spécifiques. Et on va passer en revue quelle est leur valeur, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, à qui exactement ils s'adressent, et puis pour finir combien ça coûte. Mais avant tout, avant de lancer ça, si je t'ai invité, c'est pas pour rien, c'est parce que tu connais bien ce domaine-là et tu vas nous expliquer pourquoi tu connais bien ce domaine-là. Dis-nous qu'est-ce qui te fait te lever le matin, qu'est-ce qui t'anime? Alors, qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Pas mal de choses. La lumière du soleil de temps en temps, mais c'est surtout d'avoir fondé Wellscom, donc une fintech, il y a 2 ans maintenant. Sortie d'études, du moins quasiment en même temps que ma fin d'études. Expérience dans un family office bordelais, puisque je suis bordelais. Family office, donc cabinet de gestion de patrimoine assez haut de gamme sur le papier, avec une approche assez innovante, assez importante de rappeler, qui est de à la base gérer des familles, donc des gros portefeuilles, et donc expérience donc dans le métier de la gestion de patrimoine, dans le secteur de la finance et de la finance personnelle. Et donc pas mal de petites questions me sont venues, pas mal de problématiques, pas mal d'interrogations, notamment sur l'accessibilité de ce secteur-là, du conseil financier pour les particuliers, et surtout, je dirais, du modèle économique de la gestion de patrimoine, avec les rétrocommissions, ce genre de choses. Donc j'ai on va dire ciblé quelques problématiques et j'essaye de les résoudre en ayant fondé avec une magnifique équipe l'entreprise Wellscom, sur laquelle on a 2 verticales grosso modo. Une verticale B2C où on va proposer une application pour les particuliers, donc tous les profils d'investisseurs, investisseurs néophytes ou confirmés, ou même pas investisseurs, ça peut aussi être le cas. On est parti d'un constat simple, c'est que les particuliers ont souvent au moins plusieurs comptes bancaires, des fois de l'épargne, parce que bon français que nous sommes de bons épargnants, pas forcément de bons investisseurs. Donc c'est vraiment la raison d'être de Wellscom, c'est-à-dire de démocratiser, d'éduquer les particuliers pour avoir une bonne gestion de patrimoine en autonomie, avec un outil qui est extrêmement facile d'utilisation, puisque on permet le suivi, l'analyse et l'optimisation de la gestion de patrimoine. Voilà. Donc c'est la première verticale B2C, et on a lancé une deuxième verticale B2B sur laquelle on propose des logiciels avec notre expérience sur le B2C. On propose des logiciels aux gestionnaires de patrimoine et aux autres professionnels de ces secteurs-là. Alors merci Cyprien, donc on a bien compris que donc tu es cofondateur d'une startup qui a généré un nouvel outil qui vient moderniser ce secteur-là, et donc du coup tu es super bien placé pour nous parler des outils existants. Évidemment tu nous parleras de ton nouvel outil, de ses avantages, mais je compte sur toi pour être objectif dans la description, et je suis sûr que tu vas l'être. Ce sera le cas. Donc commençons par les outils de gestion de finances personnelles. Alors en préparant cette émission, tu as proposé et à juste titre de nous parler de 4 outils. Donc tu as cité et je trouve qu'ils sont pertinents pour discuter: Finari, Banking, Delta, et bien sûr on finira par ton outil nouveau sur le marché, Wellscom. Moi, je trouve que c'est quand même un panorama assez intéressant, parce que ça représente des outils qui ont chacun leur spécificité et qui couvrent assez bien les bonnes thématiques d'une bonne gestion financière et d'une bonne gestion de patrimoine. Donc je trouvais intéressant de les détailler, de les présenter au grand public pour ceux qui les connaissent. Donc allons-y, Finari. La particularité de Finari,
Bon, déjà, c'est qu'ils ont un super outil. Aujourd'hui, ils se placent comme un agrégateur patrimonial, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un agrégateur simplement financier, on est vraiment sur un agrégateur patrimonial. Ils permettent de couvrir pas mal de, je dirais, toutes les classes d'actifs. Pour le grand public, donc un agrégateur, quelle est sa définition? Qu'est-ce que c'est qu'un agrégateur? Ouais, bien sûr, bien sûr. Un agrégateur, c'est finalement un outil qui vient centraliser la donnée de plusieurs classes d'actifs ou du passif d'un patrimoine, finalement, qui vient centraliser un détail, une situation détaillée de l'ensemble des composantes d'un patrimoine. Finalement, on agrège. C'est cette faculté-là de centraliser dans un seul et même endroit. Donc, si je comprends bien, voilà, l'outil dont on parle, il va se connecter à la fois au compte bancaire, à des assureurs qui détiennent des actifs, à des gestionnaires de crypto actifs, enfin, toutes sortes de détenteurs d'actifs, et pour en présenter finalement des synthèses. C'est bien ça. Exactement, c'est exactement ça. Finari a quelques particularités puisque il se positionne sur des patrimoines qui sont assez importants, assez élevés. Donc on est sur des investisseurs qui ont déjà des compétences, qui ont déjà de l'expérience dans la finance personnelle. Ils ont communiqué après une levée de fonds qu'ils ont brillamment réussi avec leur communauté, notamment sur la partie de devenir une néobanque privée. Donc on souligne vraiment ce positionnement qui est sur les gros portefeuilles. Et là ils viennent de lancer leur produit crypto et ils permettent finalement l'investissement crypto directement sur leur plateforme. Donc c'est un move qui est, je trouve, assez intéressant puisqu'il permet aux investisseurs de se diversifier vers la crypto pour ceux qui ne le sont pas encore. Mais voilà, ça situe un petit peu le positionnement de Finari par rapport à leur promesse de devenir une néobanque privée sur des gros patrimoines, mais aussi sur de la crypto et donc sur un aspect qui est assez tech. D'accord. Mais merci. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à utiliser cet outil selon toi pour le particulier? Ouais, bien sûr. Je dirais que ça découle un petit peu de leur positionnement. C'est je dirais que l'avantage, c'est que pour un investisseur qui est aguerri, il a des outils qui sont extrêmement puissants, et c'est vraiment la valeur de Finari, c'est que ils ont des outils pour prédire un petit peu l'avenir d'un patrimoine. Ceci dit, il faut que ce patrimoine soit déjà construit et consolidé pour avoir une projection un petit peu logique et précise. Donc je dirais que les avantages et les inconvénients, ils découlent du positionnement, c'est-à-dire qu'un investisseur qui est déjà aguerri va trouver son bonheur entre guillemets sur un outil comme Finari pour gérer ses finances. Un investisseur beaucoup plus débutant, voire néophyte, va avoir beaucoup plus de mal, notamment sur la partie découverte des classes d'actifs, éducation des classes d'actifs, éducation sur les bons comportements d'un investisseur. Et c'est là peut-être, je dirais que il y a quelques manquements, mais c'est un parti pris relatif à leur positionnement. D'accord. Combien ça coûte d'utiliser Finari? Est-ce qu'il y a une base tarifaire? Alors, étant donné que j'ai bien bossé mon étude de cas et que je connais mes concurrents, forcément, je connais leur base tarifaire. Alors, seul petit X sur la crypto, étant donné que c'est un service qui est quand même assez récent, je crois qu'ils sont bien positionnés en termes de frais par rapport aux autres providers d'investissement crypto, providers ou distributeurs. Mais en termes de frais, donc ça se situe plutôt bien. Sur le reste de leur modèle économique, ils sont assez transparents. Ils ont une formule qui est premium, un petit peu comme quand tu vas t'abonner à Spotify ou à Deezer. Tu payes un abonnement et tu as accès à je dirais une version premium de Finari, débloquant certaines fonctionnalités. Et ça coûte, alors pour te donner un montant, parce que je détaille, je présente, etc., c'est chouette, mais ça coûte, de souvenir, ça coûte entre 10 et 20 euros par mois selon les engagements, c'est-à-dire que si tu prends annuel, je crois que c'est 120 euros, et puis si tu prends uniquement sur un mois, c'est 20 euros. D'accord, donc pour ce prix-là, on a un outil qui nous permet d'avoir une vision 360 degrés de toutes ces classes d'actifs, de les suivre et de faire des actions aussi dessus? Alors, pas d'action, si ce n'est sur la crypto, il n'y a pas d'action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de virement. C'est vraiment, je dirais, un lecteur et plus un assistant pour développer, pour construire son patrimoine. Mais il y a aucune action vraiment applicable qui est possible sur Finari. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur Finari. Le suivant, c'est Banking. Alors, Banking, t'as bien situé les deux verticales traitées sur ce podcast qui sont le patrimoine et la finance. Je dirais que Finari, on est plus sur la partie patrimoine. Banking s'adresse surtout sur la partie financière. Déjà, c'est un agrégateur financier uniquement, puisque Banking permet de connecter ses comptes bancaires essentiellement sur son application et vous aide finalement à avoir une gestion budgétaire optimale en catégorisant vos dépenses, en les réduisant,
Ils permettent d'avoir des cashbacks quand on achète quelque chose sur le web ou autre chose. Qu'est-ce que c'est un cashback? C'est-à-dire que quand on va dépenser par exemple 10 euros, on va recevoir un remboursement, voilà, cashback, hein, comme son nom l'indique, on va recevoir une partie de l'achat qu'on vient de faire directement sur notre compte. Bankin le permet avec leur réseau de partenaires. Et derrière, il y a d'autres fonctionnalités, notamment un accès au crédit, des petits crédits à la consommation et puis surtout avec des montants assez faibles. Donc voilà, je dirais que Bankin s'adresse surtout sur la partie gestion budgétaire. Quelqu'un qui a du mal à faire ses comptes, quelqu'un qui est toujours dans le rouge à la fin du mois, aura un grand intérêt à se tourner vers un Bankin qui permet d'avoir une belle visibilité sur ces sujets-là. D'accord, et de se constituer l'épargne de précaution, d'avoir une bonne visibilité sur ces comptes disponibles, disons. Ouais, exactement. Et puis même avant de se constituer une épargne, moi je prône l'éducation financière et l'éducation patrimoniale. Et je pense que Olivier, tu le sais toi aussi. Mais je dirais que la première étape, c'est de connaître un petit peu sa capacité d'épargne, sa capacité à épargner pour investir. Et le bloc qui permet ça, le bon comportement qui permet ça, c'est de bien gérer ses finances. C'est-à-dire que quand on a des revenus qui rentrent, admettons 1 000 euros, il est essentiel de maîtriser ce qui sort pour essayer d'optimiser la part qui va partir dans l'épargne ou dans les investissements. Et ça, Bankin le permet plutôt. D'accord, donc ça c'est dans la partie avantage. Est-ce qu'il y a des inconvénients que tu connais notoires à cette interface? Écoute, je dirais que c'est la suite logique, c'est-à-dire que Bankin, en plus de gérer je dirais les finances et la gestion financière des comptes courants, des dépenses courantes d'un investisseur particulier, malheureusement il s'arrête là. C'est-à-dire que Bankin ne va pas plus loin, finalement constitue la première étape d'une bonne gestion patrimoniale, c'est-à-dire maîtriser ses dépenses et, comme on disait, cibler et connaître son taux d'épargne et sa capacité à investir. Malheureusement, je dirais qu'ils avaient un super outil pour aller plus loin, un super début de parcours d'une bonne gestion patrimoniale. Je dirais que l'inconvénient, c'est peut-être de ne pas pouvoir investir les cashbacks qu'on fait rentrer sur notre compte, l'épargne qu'on permet de mettre de côté, etc. Je dirais qu'il manque peut-être une étape finale par rapport à l'usage de Bankin. D'accord. Est-ce qu'on a des notions tarifaires sur cet outil-là? Ouais, alors, étant donné que je dirais que la proposition de Bankin est assez pas limitée, mais elle est ciblée, on est sur une offre qui est beaucoup plus accessible. On est, je crois, sur 2,50 € sur la partie payante de Bankin, hein, qui débloque les fonctionnalités que j'ai évoquées. Il y a donc, comme je le disais, une partie pour les particuliers et il y a une partie pour les professionnels, c'est-à-dire qu'on est en totale capacité d'agréger, de synchroniser ces comptes professionnels sur une partie pro, qui cette fois-ci est un petit peu plus cher. Je crois que c'est un tout petit peu moins de 10 € par mois, mais ça reste accessible. D'accord. Oui, donc ça s'adresse à des gens qui ont de nombreux comptes, des placements un petit peu partout, et ça permet d'avoir une vision horizontale finalement sur cette partie. Non, pas de déplacement, pardon, justement, parce que ce n'est pas un agrégateur d'actifs, c'est juste un agrégateur bancaire, voilà. Exactement. Donc, exactement. Ouais, très bien. Donc avec un coût moindre que Finari, effectivement. Ouais. Exactement, mais je dirais en toute logique, parce que le panel d'actions est plus limité sur Bankin. Très bien, merci Cyprien. Le prochain outil que l'on souhaitait mettre en avant s'appelle Delta. Plus spécifique Delta. Pourquoi? Parce que alors c'est un outil qui est un peu moins connu en France, que moi-même je connaissais beaucoup moins, mais qu'on avait ciblé forcément chez Wellscom quand on a commencé à traiter, je dirais, notre veille marché classique. Hein, quand on monte une boîte, c'est bien de maîtriser les concurrents, donc Delta en faisait partie. Cette fois-ci beaucoup plus ciblé. Pourquoi? Parce que c'est un agrégateur uniquement financier, hein, toujours sur la sphère agrégateur, des outils qui permettent d'avoir une vision plus facile, plus optimisée. Cette fois-ci, il est assez ciblé. Pourquoi? Parce qu'il permet uniquement de suivre la crypto, les actions, donc tout ce qui va être stocks en anglais, hein, étant donné que c'est à la base d'une application anglophone, et les NFT. Donc on est vraiment sur un positionnement qui est extrêmement tech, qui est extrêmement dans l'innovation, on le voit avec la crypto et les NFT, et qui est uniquement sur du tracking, sur du suivi. On ne peut rien faire d'autre que suivre ses valeurs de portefeuille, de wallet, de compte, ou alors de wallet avec des NFT, donc des valeurs qui sont un peu plus exotiques, alternatives. On ne peut uniquement consulter la valeur et non gérer ses investissements. Et ça c'est une faculté qui est assez importante. Donc c'est vraiment le nom de Delta, c'est
c'est effectivement Delta, mais c'est aussi Delta Tracker. Pourquoi? Parce que c'est un tracker qui permet de suivre, comme je le disais. D'accord, donc c'est un outil très spécialisé destiné à certaines classes d'actifs et à des comptes Destiné au bancaires Crypto aussi. Boy. Voilà. Destiné au Crypto Boy ou voilà aux personnes qui aiment bien la crypto, qui aiment bien l'innovation, qui aiment bien la tech aussi forcément parce qu'ils ont un design, un esthétique qui est assez marqué, c'est noir, c'est très tech, mais c'est ce qu'aiment souvent les personnes crypto, etc. Et là-dessus, on est sur une proposition tarifaire qui est assez intéressante puisque je crois qu'on est aux alentours des 60 € par an pour l'utilisation de Delta dans sa version un petit peu plus premium. D'accord. Est-ce que cet outil se connecte directement à des plateformes de type Binance pour récupérer tout ce qui s'y trouve sur les comptes, ou est-ce qu'il permet il faut refaire le portefeuille de valeur? Non, tu n'as pas besoin de reconstituer ton wallet vraiment avec sa composition, les prix d'achat et autres, ce qui deviendrait un petit peu chronophage et ce qui limiterait un petit peu l'intérêt d'une application comme celle-ci, parce que sinon Excel, on le connaît tous et puis on peut l'utiliser. Non, effectivement, Delta va directement piocher dans ce qu'on va appeler des API, exactement comme ce qu'on fait chez Wellscom. C'est vraiment la même technologie, c'est-à-dire que Binance met à disposition, je vous invite tous à aller regarder dans votre profil Binance, Coinbase, tous les gros distributeurs, toutes les grosses applications de crypto le font. Dans son profil, on est capable de générer ce qu'on va appeler une API, c'est-à-dire une clé de communication des données qui se trouvent sur notre compte. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, cette clé-là, elle est personnelle à chacun et des applications comme Delta, comme Wellscom sont capables de venir récupérer la data avec les fameux logins de cette API. Et donc, après, on récupère que ce soit les ordres d'achat, les ordres de vente, mais aussi les variations de marché. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, effectivement. Oui. Il y a des inconvénients, selon toi, à cet outil. Bon, la première, c'est la limitation. On se limite à une certaine classe d'actifs, évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres à ton goût? Alors, je dirais que effectivement, c'est la limite parce que voilà, c'est qu'une partie infime des classes d'actifs qui sont possibles d'avoir en portefeuille. De l'autre, je trouve que la crypto c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant. Pour moi, il est intéressant d'en avoir dans son patrimoine, toujours dans un souci de diversifier son portefeuille et son patrimoine. Et se divertir potentiellement parce qu'il y en a qui prennent ça pour un jeu et puis pour je dirais le casino. Mais je dirais que Delta a une approche qui est finalement vraiment centré sur les spécialistes crypto. Et je trouverais intéressant une application qui démocratise un peu l'accès à la crypto, parce que c'est des technologies qui sont pas toujours évidentes à comprendre. La blockchain, c'est des sujets qui sont pas toujours à la portée de tous. Et donc, une application qui est spécialisée dans la crypto, mais qui la démocratise, j'aurais trouvé ça intéressant, et je dirais que ça fait partie des inconvénients, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment pro-crypto, et il faut être spécialiste pour s'y retrouver. D'accord, un petit peu trop spécialiste orienté. À mon goût. Après, je pense que c'est vraiment subjectif et il faut tester pour en avoir le cœur net. D'accord, merci pour cet éclairage. Et on passe au dernier outil des outils de gestion de finances personnelles le meilleur que nous propose effectivement. Donc, je vais veiller à ce que le temps imparti soit aussi long que pour les autres. Attention. Bon, Wellscom, concrètement, on essaie de se trouver à la frontière de tous ces logiciels-là. C'est-à-dire qu'on essaie de piocher un petit peu le bon chez chacune de ces applications. Et on essaie surtout d'avoir un positionnement qui est ouvert à tous les profils de l'investisseur. Et ça, c'est vraiment une promesse qui est extrêmement forte chez nous. Nous, on est donc un outil, un agrégateur sur le premier volet, c'est-à-dire qu'on permet vraiment de centraliser l'ensemble de son patrimoine, un petit peu de la même manière que le fait Finari. On a d'ailleurs le même prestataire qui permet de sécuriser la transmission des données. C'est souvent un sujet, que ce soit pour Finari ou pour Wellscom, c'est la sécurité des données, mais aussi pour Bankin. Quelqu'un qui vient connecter son compte bancaire peut avoir une certaine réticence. Donc, on a des prestataires qui nous backent et qui nous backent très bien puisque c'est des prestataires qui ont des accréditations, etc., qui respectent la réglementation. Donc, Wellscom, c'est ça. C'est dans un premier temps le suivi sur toutes les composantes, les comptes bancaires, l'épargne de précaution, l'épargne financière, la bourse, la crypto, l'ensemble des finances. Les prêts aussi sont agrégés sur Wellscom.
L'immobilier, c'est hyper intéressant. On est une des seules plateformes à proposer une estimation immobilière illimitée sur l'outil Wellscom. Donc ça vient vraiment constituer l'ensemble de son patrimoine. On sait que l'immobilier est une des classes d'actifs favorites des Français, donc ça fait partie intégrante d'un patrimoine. Et derrière, on a deux autres étapes, c'est-à-dire l'analyse de ce patrimoine. Une fois qu'on améliore la vision de l'investisseur, on analyse ce patrimoine avec des indicateurs. Est-ce qu'il y a trop de liquidité? Est-ce que il y a une capacité d'emprunt qui est forte? Et donc, ça vient finalement le guider vers ses futurs choix, ses futures préconisations qu'il va faire, ses futurs investissements. Et je dirais que la troisième étape, c'est l'éducation, qui vient peut-être en amont de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le suivi et l'analyse. Mais l'éducation, pourquoi? Parce que c'est important de s'ouvrir à toutes les classes d'actifs, à toutes les possibilités d'investissement. Je pense que c'est pas toi, Olivier, qui me dira le contraire, mais c'est bien d'être diversifié dans son approche patrimoniale. La diversification, c'est le maître mot de la règle quand on a une bonne gestion patrimoniale. Et donc, on éduque finalement de manière à démystifier, à démocratiser les termes qui sont parfois compliqués sur une académie qui est à retrouver sur notre site. Mais on essaie vraiment de guider ces investisseurs au travers de cette académie avec des articles qui sont hyper faciles d'appréhender et de comprendre. D'accord, merci pour cette présentation objective donc du coup de Wellscom. Alors au niveau des avantages et inconvénients, donc on a bien compris que c'est un outil qui se positionne un petit peu sur le spectre des Finari, mais qui fait la promesse d'être plus abordable, plus accessible finalement pour le grand public. Et surtout en termes d'expérience utilisateur. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur un outil qui est, à mon sens, en tout cas, on essaye de le construire de sorte à ce qu'il soit plus facile d'appréhension, plus facile d'utilisation, mais surtout que toutes les classes d'actifs soient abordées et soient mis sur le même piédestal. D'accord. Et que ce soit ces deux outils-là, donc vous essayez en fait d'agréger le maximum d'actifs pour que tout un chacun y retrouve là où il a fait ses placements finalement. Est-ce qu'aujourd'hui ces deux outils proposent, je sais pas, on est à quel pourcentage de ce qui existe par exemple pour un Français? Alors, en France, il y a des lois qui ont régi un petit peu l'ouverture de ces datas financières qui s'appellent les lois DSP2. Elles sont plus connues sous le nom d'open banking, c'est-à-dire que voilà, comme le nom l'indique, on a ouvert les banques, grosso modo, les données bancaires, et donc des applications comme Finari, comme Wellscom, surfent sur cette vague de l'ouverture des données. Et aujourd'hui, chez Wellscom, typiquement, on est à 100% des banques en France. On a une couverture qui est de l'ordre de 100% parce que les banques sont obligées de nous donner accès à cette data-là. Et ensuite, on est à peu près sur 75% des établissements d'assurance, donc tout ce qui va être l'assurance vie et autres, on le couvre. Et derrière, on est à peu près sur 65-70% des startups en investissement, des startups en crowdfunding immobilier. Voilà, des actifs qui sont un petit peu moins connus, mais qui méritent d'exister, et on permet de les agréger sur Wellscom. Donc, honnêtement, à part un investisseur qui a des actifs et des investissements qui sont ultra particuliers et assez rares de trouver un portefeuille, on est quasiment certain d'avoir une couverture assez satisfaisante pour l'utilisateur et l'investisseur qui va se connecter sur Wellscom. Voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, on a parlé de l'immobilier tout à l'heure, mais c'est assez important. On a un estimateur qui vient piocher directement dans les données d'État sur les transactions qui ont été faites dans une adresse, dans un quartier donné, etc. Donc, on récupère la data et on l'affiche directement pour les utilisateurs avec une mise à jour qui, selon les classes d'actifs, est assez régulière. Ouais, c'est des données super intéressantes. Combien ça coûte, Wellscom? Alors, combien ça coûte? On a essayé d'avoir une approche qui est hyper abordable. Combien ça coûte? C'est à partir de 5 € par mois. Voilà, sur sa version. C'est gratuit. Wellscom est gratuit, c'est-à-dire que dans sa version premium, c'est-à-dire qu'on peut agréger une partie de son patrimoine, pas tout malheureusement, c'est-à-dire que par exemple on parlait d'immobilier, on a une seule estimation immobilière sur la partie gratuite, mais c'est gratuit, c'est-à-dire que tout le monde peut venir créer son compte et commencer à avoir une approche de gestion de patrimoine, et c'était assez important pour nous, parce qu'un investisseur qui n'a pas forcément encore des actifs, etc., il faut qu'il puisse avoir, je dirais, un pied à l'étrier, et c'est un petit peu cette approche-là qu'on a voulu avoir avec une version gratuite.
Ça permet d'essayer aussi, ce qui est intéressant. Exactement. Ça permet d'essayer, ça permet d'être convaincu et ensuite on se dirige vers des offres qui sont un petit peu plus premium. Donc on a une light qui permet d'avoir une agrégation illimitée et des fonctionnalités d'analyse à partir de 5 € par mois et bientôt une version premium qui arrivera avec encore plus de fonctionnalités, notamment sur la partie fiscale et d'autres sujets, forcément sont en cohérence avec des patrimoines qui sont un petit peu plus gros et qui ont plus de pouvoir d'achat à mettre dans un abonnement de ce type-là. D'accord, merci. Je crois qu'on a fait un beau panorama des outils qui peuvent nous aider à gérer nos finances et notre patrimoine, mais tout le monde n'est pas capable de gérer surtout un patrimoine important tout seul. Peu de gens le peuvent d'ailleurs correctement, et beaucoup s'appuient sur les compétences d'un professionnel, donc conseiller en gestion de patrimoine. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la première partie de cet épisode. À bientôt pour écouter la deuxième. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.